Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet 2021, la ville de Mans a abrité la deuxième édition des Jeux universitaires de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OSU, avec la participation de 10 établissements supérieurs. Au terme des compétitions, c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS qui s'est taillé la part du lion. Pour évoquer les circonstances de ce succès et pour en savoir un peu plus sur l'INJS et son fonctionnement, nous recevons son directeur général, Monsieur Habib Sanogo, qu'on va recevoir maintenant. Nous sommes lundi, il y a de l'énergie, on peut l'ovationner. Bonsoir Monsieur Habib. Bonsoir. Sanogo. Bonsoir Monsieur Sanogo. Comment allez-vous? Ça va. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes lundi, on démarre la semaine avec vous. Alors comment se porte l'INJS? Mais l'INJS se porte très bien, par la grâce de Dieu. Et nous avons eu une année scolaire paisible. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser les examens d'État pour les maîtres d'éducation permanente et les maîtres d'éducation DPS. Et donc, les autres cours donc, se déroulent tranquillement. Et en tout cas, tout se passe bien. D'accord. Alors, on va dire félicitations pour votre victoire à Mans récemment. Alors, quelle est pour vous l'opportunité de ces Jeux universitaires-là? Alors, vous savez que notre institut a une vocation sportive, de jeunesse et de loisirs. Et concernant le volet sport, nous nous considérons comme un laboratoire de sport en Côte d'Ivoire. Et donc, ces compétitions nous permettent de mettre en pratique ce que nous apprenons à nos enfants. Et donc, c'est le meilleur tableau pour pouvoir présenter donc, à la face du monde, à la face de la Côte d'Ivoire, donc le fruit de ce que nous faisons donc, tous les jours dans notre profession. D'accord. Alors, vainqueur en 2019, vous remettez le couvert cette année. Alors, on est tenté de vous demander quel est le secret, sinon la recette de l'INJS dans ces compétitions-là. Mais en sport, le seul secret, c'est le travail. Et nous avons donc, c'est vrai, il ne faut pas aussi se cacher que nous avons les meilleurs techniciens dans les différentes disciplines. Et nous avons, au moyen de l'INJS, nous sommes membres de la Fédération ivoirienne du sport universitaire scolaire. Et donc, à ce stade-là, tous les étudiants qui désirent donc participer aux équipes participant donc aux compétitions OASU ont un régime particulier. Donc, ils sont logés dans des bâtiments, un bâtiment spécialement leur est affecté. Ils ont le repas donc gratuitement. Ils ne payent pas donc le loyer. Donc, ça aussi permet donc de motiver. Parce que nous avons 5000 élèves. Et sur les 5000 élèves, nous avons à peine 100, 150 qui participent donc aux compétitions OASU. Donc, c'est également pour nous permettre donc d'avoir la crème au sein de l'Institut, parce qu'il y a une sélection rigoureuse qui est faite et seuls les meilleurs sont retenus pour participer donc aux équipes de l'INJS. D'accord. Pour se rendre compte de la razzia réalisée par l'INJS à Mans, accueillons Dorgelès Kofi pour nous donner les résultats des finales des compétitions. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Jean-Baptiste Assouan. Comment allez-vous? Ça va super bien, le week-end unitaire là, très important. Et puis les JO, c'est celui-là 3 en direct, en intégralité. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir Dorgelès. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va regarder tout ça sur notre écran 3 fois magique. Beaucoup de trophées, beaucoup de titres pour l'INJS. On va commencer d'abord par cette discipline handball au niveau des dames. Victoire, bien sûr, de l'INJS à 43 à 22 contre l'Université Nord-Sud. Volleyball au niveau des dames, INPHB contre l'INJS 2-7 à 0 pour la formation de l'INJS. Basketball dames, INJS 51-19 pour l'Université Alassane Ouattara, bien sûr. Et puis au niveau du football, 3-1 pour la formation de l'INJS. Et puis handball au niveau des hommes, bien sûr, INJS 30, Université Nord-Sud 15, volleyball hommes, INJS contre INPHB 2-7 à 0 pour la formation de l'INJS. Et puis basketball hommes, INPHB 28-39 pour l'INJS. Vraiment, ce sont les
champion Jean-Baptiste Assouan? Franchement, dans pratiquement toutes les disciplines. Alors, de ces résultats-là, lequel vous rend le plus fier et pourquoi? Alors, c'est le football. Vous savez que ça fait depuis 12 ans que nous sommes en quête donc, de trophées. Et cette année, nous avons remporté... Au football? Au football, oui. Donc, ça veut dire que, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un acquis. Les autres formations ont fait du progrès. Et vous regardez bien, dans toutes les finales, aujourd'hui, il y a l'INPHB qui arrive, parce que son ancien directeur, aujourd'hui ministre de l'enseignement technique, a fait du sport donc, dans cette institution une réalité. Et aujourd'hui, les fruits sont en train de porter. D'accord. Ballot? Oui, vous avez parlé de 12 ans de disette en ce qui concerne le football, la discipline du football. Selon vous, qu'est-ce qui a coincé pour que l'INGS mette autant de temps pour remporter un titre? Non, mais parce qu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Donc, vous devez savoir qu'en matière de sport, c'est dans le grand nombre, ce que nous appelons le sport de masse, qu'on retire l'élite. Et vous savez que nos universités comptent en moyenne 10 000 élèves. Et vous imaginez que si les universités faisaient donc ce que nous appelons la détection et la sélection, on pourrait donc trouver en leur sein des athlètes donc de très haut niveau. Et c'est pour cela qu'en football, et notamment nous sommes en général battus par l'école de police, l'école nationale de police. Et cette année, ceux qui étaient à Mans ont vu que l'école nationale de police de Kourougo est en train de venir en force. Et il va falloir compter avec elle dans les années à venir. Ah, donc il va falloir faire très attention. Exactement. Jean-Philippe? Monsieur Sanogo, vous avez parlé d'athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, au niveau de l'INJS, est-ce qu'à travers toutes ces détections, vous avez pu extirper, tirer certains athlètes qui pourraient compétir au très haut niveau? Alors, je m'avais déjà vous dit que les 5 qualifiés de la Côte d'Ivoire pour le taekwondo sont tous issus de l'INJS. Donc, nous sommes une école de champions. Et dans diverses disciplines, aujourd'hui, la plupart de nos étudiants participent au championnat civil en handball, en basket, et donc sont également champions donc, dans ces différentes disciplines-là. Donc, aujourd'hui, nous axons notre travail sur la détection par le Centre national de sport de haut niveau qui est logé à l'INJS, qui assure donc la détection, la sélection à travers les compétitions de l'OASU. Depuis l'école primaire, nous les suivons jusqu'au collège et ceux qui arrivent en terminale et qui sont admis au bac, lorsqu'ils présentent le concours de l'INJS en général, les choses se passent bien et ils sont dans la filière de professorat de sport où nous avons donc management de sport, entraînement sportif et activités adaptées santé. D'accord, différentes branches, oui. J'aimerais encore rebondir sur ce que vous venez de dire. Quel est l'accompagnement de l'INJS par rapport à ces athlètes qui sont qualifiés au JO? Alors, notre accompagnement, vous savez que ceux qui sont en formation, nous suspendons donc leur formation. Nous allégeons les cours pour leur permettre d'avoir le maximum de temps pour leur entraînement. Et ils suivent des cours en ligne pour ne pas perdre le fil de l'année. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place comme ça, puisque nous avons le double projet. Il y a le volet donc, formation académique et le volet formation sportive. Et après ces compétitions, à chaque fois qu'ils reviennent, ils font leur composition pour donc, ne pas perdre le fil long de leur formation normale. Et donc, leurs encadreurs avec eux actuellement à Tokyo sont issus de l'INJS? Je peux dire pour le volet médical, ils sont tous issus de l'INJS, tout ce qui est kiné, médecin, préparateur physique, donc sont issus de l'INJS. D'accord. On a pu se rendre compte de l'efficacité de votre détection. Est-ce que c'est une détection orientée, ciblée vers un certain nombre d'établissements ou c'est un éventail large pour... Non, c'est un éventail large. C'est toutes les écoles donc, que nous avons sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, certaines fédérations sont organisées en ligue. Et donc, à travers les championnats de ligue, nous donc, procédons donc, à cette détection-là. Mais surtout, comme je l'ai dit, nous nous basons sur toutes les compétitions à travers donc, tout le territoire national organisé par l'OASU. D'accord. Alors, on constate que l'INJS plane sur les Jeux universitaires locaux. Peut-on rêver avoir des équipes de l'Institut participer aux championnats locaux, comme c'est le cas de l'AUC, l'Abidjan University Club, qui est basé à l'université de Cocody? Alors, je signale que nous avons été champions de Côte d'Ivoire l'année passée en volleyball.
Nous avons même représenté notre pays donc, lors du championnat d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons une équipe de volley donc, qui est dans le sport civil. Et nous sommes en train de préparer les autres formations pour pouvoir participer donc, au championnat civil. Voilà. D'accord. Jean-Philippe, vous avez une question? Oui, j'ai une question, M. Sanogo. Concernant certaines fédérations, dont celle du football, elles organisent des formations à l'attention des anciens athlètes et décernent des diplômes. Aujourd'hui, l'INJS étant devenue une université, est-ce qu'il y a un protocole qui est signé avec la fédération pour qu'au niveau de l'INJS, on puisse avoir des diplômés entraîneurs de foot, ainsi de suite, des diplômes reconnus en fait par l'État? Alors nous faisons même mieux, puisque j'ai dit que dans nos filières sport, nous avons le professorat de sport et dans ce professorat de sport, nous avons ce que nous appelons l'entraînement sportif. Aujourd'hui, l'INJS est capable de mettre sur le marché des entraîneurs sportifs dans toutes les disciplines sportives. Et nous avons des conventions avec les fédérations où ces étudiants-là présentent donc les brevets fédéraux pour pouvoir avoir les grades d'entraîneur, niveau 1, niveau 2, et ensuite, ainsi de suite. Et souvent, c'est sanctionné même par les confédérations africaines, notamment le handball et le basket. D'accord. Au niveau du taekwondo, il n'y a rien pour le moment? Au niveau du taekwondo? Oui. Ah si, puisque avec la fédération, nous avons une convention et nous sommes en train de mettre en place la chaire de taekwondo en Côte d'Ivoire comme en Corée, où nous aurons donc à former les entraîneurs. Vous savez qu'au niveau de cette fédération qui est très bien organisée, il y a deux types d'évolution pour avoir des responsables de salles. Soit c'est par les grades ou par l'ancienneté. Donc ils ont fait un mix. Donc ceux qui ont un parcours par les grades, donc ils ont l'autorisation d'être directeurs de salle. Et ceux qui ont un parcours universitaire, scolaire également, peuvent être directeurs de salle. Donc nous essayons donc de mixer ça pour leur donner la pédagogie. Parce qu'il y en a qui ont appris sur le tas. Il y a des grands entraîneurs, il y a des grands champions de taekwondo, ceinture noire 4e dan, même 5e dan, qui n'ont pas peut-être eu la chance d'aller donc à l'école. Et aujourd'hui, avec cette fédération-là, avec la direction technique de la fédération, nous sommes en train d'harmoniser. Et aujourd'hui, nous faisons des passages de grades à l'INJS. D'accord. Oui, alors, monsieur, on a pu se rendre compte que c'est un laboratoire qui présente un tableau reluisant. Est-ce qu'il y a des secteurs d'amélioration dans ce laboratoire-là? Est-ce qu'au-delà des bons résultats, au-delà de tout ce qui a été fait, est-ce qu'il y a encore des secteurs où l'INJS doit se parfaire, doit améliorer certaines choses? S'il y en a, lesquelles? Alors, si je m'en tiens à notre décret, donc, qui date de 2013, en réalité, avec le Centre national de sport de haut niveau, nous avons pour mission de pouvoir valider la participation des équipes nationales et des clubs en compétition internationale. C'est-à-dire qu'en principe, on doit donner notre avis. Si aujourd'hui, nous regardons un club qui est qualifié pour un championnat africain en handball, en volleyball, en basket, normalement, l'œil du Centre national de sport de haut niveau doit pouvoir permettre de dire à l'État, cette équipe-là n'a pas de chance d'aller nous représenter à haut niveau. Elle peut avoir de la participation, mais peut-être ça serait de la figuration. Donc c'est ce volet-là qui nous reste à mettre en pratique avec donc, les autorités. Sinon, nous avons tout le dispositif et nous sommes outillés en tout cas pour... Mais monsieur le directeur, cette décision-là risque d'être beaucoup subjective. Parce que c'est une mission que l'État nous a confiée. L'État nous a confié, au travers du Centre national de sport de haut niveau, la détection, la sélection, le suivi sportif et la reconversion des athlètes de haut niveau. Donc, je veux dire que nous sommes en début et à la fin de la chaîne. Donc, en tant que Centre national de sport de haut niveau, qui a en son sein des techniciens de très haut niveau, donc les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs nationaux, donc nous avons cette capacité, avec le Centre national de médecine du sport, nous avons cette capacité de pouvoir tester des équipes engagées donc, en compétition africaine pour dire, attention, cette équipe a les capacités pour, cette autre équipe n'a pas les capacités pour pouvoir donc rendre efficace donc, la dépense de l'État. D'accord. Alors, on ne peut pas avoir le DG de l'INJS sans évoquer quelques sujets concernant le fonctionnement de l'Institut. Alors, nous avons entendu quelques murmures de responsables de fédération qui estiment que la location des infrastructures sportives de l'INJS coûte les yeux de la tête, et même quand il s'agit de la préparation des sélections nationales. Alors, on est tenté de se demander, sinon de vous demander, combien coûte réellement la location des infrastructures là-bas, à l'INJS?
D'abord, il faut que nous informons les uns les autres qu'il n'y a pas de gratuité, puisque c'est de gros investissements qui ont été faits à la faveur des Jeux de la francophonie. Et nous avons donc pour un héritage donc, tout ce parc-là et qu'il faut entretenir. Donc, il n'y a pas de gratuité, c'est une consigne donc, des plus hautes autorités. Ce que nous faisons, nous avons un coût aménagé. Et moi, je sais que dans le temps, lorsque les équipes allaient au vert dans les réceptifs hôteliers, je ne vais pas citer de nom, c'était en moyenne 30 000 francs. Mais nous faisons la chambre à 15 000 francs. Donc, je ne pense pas que nous sommes au-dessus des prix du marché. Bien au contraire, avec l'avantage que nous avons un espace et sur place, il n'y a plus de transport à avoir pour aller faire l'entraînement ailleurs. Et en même temps, nous avons les infrastructures sportives, nous avons le centre de médecine du sport, donc pour pouvoir nous occuper donc, de la réactualisation des athlètes. Donc je pense que nous ne sommes pas au-dessus du prix du marché. Bien au contraire, nous avons un accompagnement avec les fédérations, mais bien évidemment, je pense que certaines fédérations veulent la gratuité, mais après, c'est les mêmes encore qui diront qu'on nous a laissé ces infrastructures-là et elles sont dans un état de dégradation. D'accord. Vous avez parlé des chambres, Balo, et les terrains, par exemple pour la pratique du rugby et autres. Alors, vous imaginez que le terrain de rugby de l'INJS est le seul terrain qui est utilisé tout le long de l'année par la Fédération de rugby pour faire son championnat. Et sur ce terrain également, nous pratiquons les cours de rugby. Alors, donc nous disons à cette fédération, on signe une convention. Si vous utilisez nos espaces pour pouvoir organiser vos compétitions, il va falloir bien que vous participiez à son entretien. Quoi de plus normal? D'accord, on va terminer avec la question. D'accord, vous avez parlé de 15 000 francs que vous n'estimiez pas au-dessus des prix du marché. Est-ce que vous pensez que c'est en conformité avec les réalités sociales qui sont en mutation? Parce que la réalité de 2000 n'est pas la même réalité de 2021, donc il y a une certaine cherté de la vie. Est-ce que cela est en conformité avec les réalités des populations? Alors, ce que nous disons, quand je parle de 15 000, il faut savoir que nous avons dans nos chambres 2 lits. Eau chaude, climatisation. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, chaque athlète ne paye que 7 500. Donc, vous voyez un peu l'effort que nous faisons. Mais comme j'ai dit, c'est un souci pour accompagner nos fédérations pour pouvoir assurer une meilleure préparation. D'accord. Monsieur Sanogo, merci d'avoir accepté notre invitation. On a été ravis de vous recevoir. Bonne chance pour la suite. Et en tout cas, merci d'être passé. Revenez quand vous voulez. C'est moi qui vous remercie et bon vent donc à cette émission. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bonne fête de Tabaski à toute la nation. Merci beaucoup, monsieur Sanogo. Amis téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Alors, Balo va céder sa place à Henri Jo. On va recevoir notre second invité, le coach Alain Ossian, qui sera là. Ne zappez surtout pas. Restez avec nous.